De l'Afrique à l'Europe, en passant par l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopolitique, Géopulse. Merci de rester avec nous, merci de nous suivre. Nous allons aujourd'hui aborder la question de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est devenue la Confédération des États du Sahel. Nous allons partir de la création de cette alliance jusqu'aux défis sécuritaires, aux relations internationales, aux relations avec les États voisins. Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, nous allons accueillir le journaliste malien qui est à Gao, dans la ville de Gao, Ali Ibrahim Clody, qui va décrypter cette actualité avec nous. Sans trop tarder, nous allons demander à notre invité, Ali Ibrahim Clody, quel est le contexte politique dans lequel l'Alliance des États du Sahel a été créée et quel est l'avis des populations sur cette alliance. Aux facteurs qui ont conduit à la création de l'Alliance des États du Sahel, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord le fait que quand vous prenez le Mali, quand vous prenez aussi en tout cas le Niger, quand il y a eu des coups d'État dans ces pays ont été sanctionnés par la CEDEAO. Ces pays il y a même le Niger qui a failli être attaqué par la CEDEAO. Donc ça a créé quand même un fossé entre la CEDEAO et les trois pays qui sont le Mali, le Burkina et le Niger. Le deuxième facteur qui a poussé quand même à la création de l'Alliance des États du Sahel, c'est le fait qu'il y a une crise sécuritaire qui quand même a réussi à englober, ou bien quand même a réussi à s'imposer au niveau des trois frontières. Maintenant, comme il y a une crise sécuritaire qui est au Niger, qui est au Mali, qui est au Burkina, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment mutualiser les efforts quand même pour pouvoir se défendre. Donc c'est pour ça que l'Alliance des États du Sahel a vu le jour. Et aujourd'hui, on peut dire que la plupart des populations de ces trois pays voient la création de l'Alliance des États du Sahel d'un bon œil, puisque quand vous prenez le côté sécuritaire, on essaye quand même de s'en sortir. Voilà, il y a une coordination entre les armées de l'AES, voilà, une coordination dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il y a plusieurs initiatives comme les Jeux de l'AES, il y a plusieurs initiatives comme la création d'un drapeau, la création d'une web TV, la création d'une radio. Donc il y a plusieurs facteurs quand même qui ont réussi quand même à convaincre les populations qui aujourd'hui sont la plupart totalement d'accord avec la création de l'Alliance des États du Sahel. En évoquant le plan sécuritaire, nous allons demander, Ali Ibrahim Clody, dites-nous comment l'AES tente-t-elle de répondre aux défis sécuritaires face à la montée du terrorisme aujourd'hui au Sahel? Aux défis sécuritaires, comme je l'ai dit, l'Alliance des États du Sahel a réussi à élaborer un dispositif qui est là, qui est en train d'œuvrer au niveau des frontières entre le Mali, le Burkina, le Niger. Il y a une coordination entre les armées. Aujourd'hui, quand il faut intervenir à Kidal, si l'armée malienne a besoin d'un renfort de l'armée burkinabé, automatiquement c'est fait. Si l'armée burkinabé a besoin d'une intervention au Burkina faite par l'armée malienne, il n'y a pas de problème. Donc il y a une facilité à intervenir du côté sécuritaire que quand l'Alliance des États du Sahel était au niveau de la CEDEAO, il n'y en avait pas. Donc il y a une véritable coordination. Il y a aussi le fait que parfois il y a des militaires maliens qui vont au Burkina se former, il y a des Burkinabés qui viennent au Mali se former, il y a des Maliens qui vont au Niger se former. Donc la création ou bien la coordination entre les armées de l'Alliance des États du Sahel est une réalité. Et ça marche très bien, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs, malgré les difficultés, il y a plusieurs attaques djihadistes qui ont réussi à être stoppées. Il y a plusieurs attaques djihadistes qui ont réussi à être avortées. Donc la méthode marche et on verra ce que l'avenir va nous réserver. Quels sont les objectifs réels, les objectifs déclarés de l'AES en matière de coopération économique et militaire avec les pays voisins, surtout aussi avec les pays de la CEDEAO? La
coopération entre l'AES et les autres pays, je pense que ce soit le Burkina et le Niger, les objectifs ont été bien déterminés. Voilà, du fait que pour que l'AES, les 3 pays de l'AES collaborent avec un pays, il faudrait que le pays puisse respecter l'intégrité territoriale des pays de l'AES. Il faudrait que le pays qui veut collaborer, ou les pays qui veulent collaborer puissent respecter en tout cas les choix des partenaires des pays de l'AES. Voilà, donc il y a plusieurs pays avec lesquels les pays de l'AES travaillent, comme la Russie, comme la Chine, comme en tout cas plein d'autres pays. Il y a aussi des pays au niveau de l'Afrique avec lesquels les pays de l'Alliance des États du Sahel se comprennent très bien. Quand vous prenez un exemple, il y a le Sénégal, il y a le Togo. Donc c'est pour dire que l'AES, malgré que certains n'ont pas compris la dynamique de la création de l'AES, l'AES quand même tente de collaborer avec plusieurs pays européens, comme l'Allemagne, comme le Canada, comme le Danemark, comme je l'ai dit, comme la Russie, la Chine et en Afrique. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, ça marche bien et on espère que ça va continuer. Évoquant aussi les défis socio-économiques, quels sont les principaux obstacles socio-économiques auxquels les pays de l'AES font face et comment l'Alliance envisage-t-elle de surmonter ces défis? Il y a certains partenaires avec lesquels l'Alliance ne s'entend pas ou bien l'Alliance a des problèmes. Comme vous le savez, d'ailleurs le principal pays c'est la France, avec lequel les pays de l'AES, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali, ont décidé quand même de couper les ponts. Mais jusque-là, quand vous prenez le Mali, il y a l'ambassade de la France là-bas, mais il n'y a pratiquement pas de projet. Voilà, l'ambassade est là, l'ambassade essaie de travailler, mais il n'y a pas de projet financé par les Français. Quand vous prenez le Burkina Faso, c'est la même chose. L'ambassade essaie de fonctionner, mais il n'y a pas de projet aussi financé par les Français. Mais du côté du Niger, il n'y a même pas d'ambassade. La France a pris tous ses ressortissants pour les amener en France, quand il y a eu le coup d'État. Donc, à part ça, il y a la Côte d'Ivoire aussi avec laquelle l'Alliance a des problèmes. Voilà. Il y en a, mais cela n'empêche que nous sommes obligés de vivre ensemble, nous sommes obligés de collaborer ensemble. Mais quand est-ce que cette collaboration avec la France ou bien avec les autres pays avec lesquels l'Alliance des États du Sahel ne se comprennent pas, quand est-ce que les choses vont reprendre, ça on ne sait pas d'abord. Mais on espère que, vu la nouvelle dynamique que les autorités de l'Alliance des États du Sahel sont en train de prendre, on espère que ça ne va pas tarder, que d'ici quelques jours ou bien quelques mois, on puisse rétablir un partenariat gagnant-gagnant entre les pays de l'AES et ces pays-là que j'ai cités. En ce qui concerne les perspectives, quels pourraient être les impacts à long terme de l'Alliance des États du Sahel sur la stabilité et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest? Oui, par rapport à l'impact de l'AES sur la stabilité régionale ou même de l'Afrique de l'Ouest, je pense que l'impact, d'un côté, on peut dire que l'impact est positif. L'impact est positif, puisque malgré que les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, les pays sont obligés de s'asseoir pour parler. Voilà, chose déjà faite, puisque il y a de cela un mois, la CEDEAO a envoyé une délégation à Bamako pour pouvoir discuter avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES. Donc ça, c'est déjà une avancée dans ce cadre-là. Il y a aussi le fait que les gens sont obligés de voyager, les gens sont obligés de collaborer économiquement, les gens sont obligés de faire des affaires. Donc il y a une cohabitation économique entre l'AES et la CEDEAO est obligatoire. Maintenant, il peut avoir des impacts ou bien un impact négatif, puisque ça va un peu impacter l'AES, puisque l'AES ne pourra plus avoir accès au marché de la CEDEAO comme avant. Certainement qu'il y aura des droits de douane, certainement qu'il y aura des droits pour les citoyens de l'AES
pour qu'ils puissent quand même s'installer dans les pays de la CEDEAO, vice-versa, comme l'AS, hein, pour que il y a aussi le fait que les habitants, les populations de la CEDEAO qui veulent venir faire du commerce, qui veulent comment on appelle, venir s'installer dans les pays de l'AS, eux aussi ils seront quand même contraints de payer quelque chose. Voilà. Donc c'est ça qu'on peut dire par rapport à l'impact négatif. Mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. On espère que cette collaboration entre l'AS et la CEDEAO puisse bénéficier économiquement aux deux entités. Merci à vous, Ali Ibrahim Claudi, d'être resté avec nous pour décrypter l'actualité de l'AES. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation aussi. Je rappelle que vous êtes journaliste malien et consultant politique et géopolitique. Nous vous avons appelé depuis la ville de Gao où vous êtes actuellement. Merci d'être resté avec nous et à très bientôt pour un nouveau numéro de cette émission. Chers internautes, merci d'être resté avec nous durant tout ce temps, d'avoir essayé de comprendre l'actualité de l'AES, les défis sécuritaires, la coopération économique, la coopération militaire avec les autres pays de la sous-région. Merci d'être resté avec nous. Géopulse, c'est fini.